Bonjour à tous. Donc, on va commencer par cette première table ronde qui va tenter de répondre à la question de la place singulière des bibliothèques dans les pratiques culturelles. Compte tenu du fait qu'on a pris un petit peu de retard, je vais vous épargner la mise en perspective que j'avais prévue et on va essayer de démarrer par les exposés de nos différents intervenants. Donc dans leur ordre d'intervention, nous allons d'abord entendre Bruno Maresca, qui est sociologue, qui a d'abord travaillé au ministère de l'Agriculture, qui a ensuite intégré le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, l'un des centres de recherche qui avait été adjoint au commissariat du plan. Bruno Maresca est actuellement directeur de recherche du CREDOC, en charge du département de l'évaluation des politiques publiques. Il a publié de nombreux ouvrages et en particulier les bibliothèques municipales après le tournant d'Internet en 2007. Il va nous proposer un cadrage assez large sur ces pratiques culturelles en bibliothèque et en particulier par rapport à l'émergence du numérique et aux impacts que ça a. Nous écouterons ensuite Claude Poisneau, qui est enseignant-chercheur à l'IUT Nancy-Charlemagne, qui est elle-même une composante de l'Université Nancy 2, qui est un spécialiste des bibliothèques et qui a publié récemment, en 2009, un ouvrage intitulé « La nouvelle bibliothèque ». Enfin, je passerai la parole à Mathilde Servet, qui est conservateur de bibliothèque, chargée de projets de numérisation à la Bibliothèque nationale de France, et qui s'intéresse particulièrement aux bibliothèques troisième lieu, puisque ça a été le sujet de son mémoire du diplôme de conservateur de bibliothèque. Et je vous renvoie à l'article qui en a fait état dans le bulletin des bibliothèques de France. Globalement, donc, le propos va s'organiser en 3 temps. Bruno Maresca va nous proposer un cadrage général. Claude Poisneau va se poser la question du point de vue des usagers sur l'architecture des bibliothèques, en essayant peut-être de mettre un peu à mal le modèle de la médiathèque, celui dont on a dit qu'il avait émergé après les années 80 en particulier. Et Mathilde Servet nous proposera peut-être une perspective et un horizon d'évolution de ces bibliothèques qui sera une sorte d'après-médiathèque, si on peut dire, avec cette notion de la bibliothèque troisième lieu qui nous concerne particulièrement à Thionville avec le projet qui a été évoqué tout à l'heure. Donc je passe tout de suite la parole à Bruno Maresca. Je prenne le micro, ce sera mieux. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à faire ce qui sera essentiellement une introduction, même probablement des rappels par rapport à des travaux qui s'enracinent sur une grande enquête qui avait été lancée par la direction du livre et de la lecture en 2005 et qui a donné lieu à une interrogation très large de la population française sur ses habitudes et ses pratiques de fréquentation des bibliothèques. Je constate que cette enquête, finalement, a une longue vie, puisqu'on est amené à la reconvoquer régulièrement. Elle a pas mal alimenté de débats à la fois sur ses résultats, à la fois des débats méthodologiques qui sont très intéressant sur le plan de l'approche que l'on peut faire de la quantification des pratiques culturelles et pas simplement d'ailleurs des bibliothèques. Donc je vais ramener des éléments que certains connaissent déjà. Ça va servir un peu de cadre à cette réflexion d'aujourd'hui. Et cette réflexion d'aujourd'hui, je la trouve personnellement particulièrement intéressante dans la mesure où elle, en partant de l'architecture, c'est-à-dire de la manière dont on conçoit un espace, un lieu, sa forme, ses fonctionnalités, on pose implicitement la question du modèle et des services qu'on attend d'un établissement comme une bibliothèque publique. Si vous pensez à la trajectoire qui sépare le temps où dans les mairies de communes plus ou moins importantes, même relativement grandes, on avait des placards à livres qui servaient d'espace pour les emprunts
donner aux concitoyens un service d'emprunt d'ouvrage. Entre ce moment-là et le moment que représente le projet ici de bibliothèque, médiathèque, troisième lieu à Thionville, on voit l'ampleur de l'évolution même du concept de bibliothèque. Et pour autant, je pense que cette réflexion sur les espaces, sur la manière de les penser, bouscule en partie le modèle et la représentation de ce qu'on se fait du métier de bibliothécaire, du service qu'offrent des bibliothécaires et en miroir de ce que vient chercher la population dans les bibliothèques. Alors, cette population, on sait très bien que pour donner juste un cadrage aussi récent que possible de l'importance de l'usage des bibliothèques, bon, vous voyez sur ce graphique qu'à travers toutes les enquêtes qui sont menées très régulièrement et principalement par le ministère de la Culture, les enquêtes pratiques culturelles des Français, ce qu'on appelle PCF, des enquêtes qui ont été réalisées à la demande de la direction du livre et de la lecture, soit auprès de la Sofres en 1997, soit auprès du CREDOC en 2006. Il y a une évolution qui, pendant de nombreuses années, a été, en tout cas dans les 30 dernières années, a été fortement à la hausse, et puis qui est rentrée dans une phase de stabilisation, voire, du point de vue d'un bon nombre de professionnels, d'une tendance à la régression des fréquentations des bibliothèques. Il y a un débat qui est toujours ouvert et qui est toujours intéressant à reprendre, de savoir un peu comme à l'époque où on se posait la question est-ce que le niveau monte ou le niveau baisse à l'école, là est-ce que le niveau monte ou le niveau baisse dans les bibliothèques et les médiathèques. Les derniers chiffres, c'est ceux de la dernière enquête pratique culturelle des Français de 2008. Ce sont aussi les chiffres que produit la direction du livre et de la lecture, même si ça ne s'appelle plus exactement comme ça, à travers l'enquête nationale auprès des établissements de bibliothèques, et qui donne ce chiffre de 18% d'inscrits dans les bibliothèques municipales, 18% qui en fait s'est révélé stable depuis une bonne dizaine d'années, même si nous, dans l'enquête que nous avions menée en 2006, on avait cru percevoir une embellie de la fréquentation qui ne s'est pas confirmée par la suite. Alors, l'autre phénomène important pour fixer un peu les idées, c'est qu'au-delà des inscrits, puisque le modèle même de la bibliothèque reste très fortement ancré sur la notion d'offres d'œuvres culturelles à emprunter, et donc d'un processus qui s'appelle l'inscription pour devenir emprunteur. On sait qu'au-delà de ce volume d'inscrits, il y a une fréquentation des lieux et de ces espaces qui représentent en 2008 10% de la population qui fréquente hors inscription. Là, on est déjà d'emblée dans la question des lieux et des espaces. L'analyse qu'on peut faire à travers la fréquentation des établissements selon leur taille, et notamment de ces grands établissements que sont les médiathèques d'aujourd'hui, architecturellement très, très belles, très attractives, c'est que plus ces établissements sont attractifs par leur forme même, plus on accroît le nombre des fréquentants hors inscription. Donc, c'est-à-dire que ces médiathèques, ces établissements culturels ont un rayonnement qui va au-delà de l'usage qui est considéré comme l'usage central de l'emprunt. Par ailleurs, le point aussi qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que dans la population française, il y a beaucoup, enfin, on peut considérer que la part des usagers actifs, c'est-à-dire ceux qui viennent
tous les ans ou au moins une fois par an, peut être considérée comme relativement modeste si on la compare à d'autres pays, et notamment d'autres pays européens, qui ont des traditions d'inscription en bibliothèque beaucoup plus soutenues. Bon, tout le monde connaît l'espace, l'exemple de la Grande-Bretagne à ce point de vue. Néanmoins, on constate que beaucoup de Français sont des anciens usagers de bibliothèques, ce qui, au bout du compte, amène à ce constat qu'il n'y a que 30% de Français qui n'ont jamais franchi la porte d'une bibliothèque. On peut donc considérer que, de ce point de vue, la bibliothèque reste un lieu très connu et fréquenté plus ou moins intensément au cours du cycle de vie. Alors, il y a évidemment des paradoxes importants dans cette vie des bibliothèques françaises. D'abord, leur nombre s'accroît, les établissements se développent à travers un processus continu de construction, et les données de la DLL montrent bien que les mètres carrés de bibliothèques, et notamment les mètres carrés de bibliothèques ramenés aux habitants, sont en croissance continue. À l'inverse, il y a une stabilité du taux d'inscrits. Il y a aussi une stabilité de la fréquentation appréciée par des ratios du type combien de fois les Français viennent en bibliothèque, enfin les Français raccordés autour d'une bibliothèque viennent en bibliothèque. Ce ratio reste stable depuis une dizaine d'années. Et il est finalement assez complexe, et c'est une interrogation qui là aussi ramène à la question architecturale. Il est assez complexe de savoir si le besoin de bibliothèques est amené à stagner, voire à réduire, ou si au contraire il s'accroît parce qu'il est stimulé par le développement de nouveaux lieux qui donnent à l'espace bibliothèque à la fois de nouvelles représentations et une nouvelle dynamique d'attractivité. Je passe là assez vite, je ne vais pas vous donner tous les éléments qui sont dans cette enquête et qu'on a réexploité plusieurs fois à de nombreuses reprises. Je voulais insister sur le fait que quand on analyse de manière assez fine, et la base de données de la DLL de ce point de vue est assez riche, puisqu'elle engrange chaque année, pour des bibliothèques bien repérées, l'évolution des fréquentations. Et donc on peut analyser ces chroniques d'évolution de fréquentation. Si on cherche à en faire une analyse structuraliste, quels sont les facteurs déterminants d'une évolution à la hausse ou d'une stabilité, voire d'une évolution à la baisse de la fréquentation d'un établissement donné, on se rend compte qu'il y a 3 facteurs explicatifs majeurs. Le premier, c'est la modernisation des établissements. Et là, on est de nouveau dans le sujet d'aujourd'hui. Le processus de transformation d'anciennes bibliothèques en nouvelles médiathèques est très actif. Il y a un facteur qui est un facteur du besoin social de l'usage même des bibliothèques, et qui passe à travers la dynamique démographique et économique des territoires. Tous les territoires français ne sont pas équivalents en termes d'accroissement démographique, dynamique économique, et ces 2 facteurs jouent sur l'évolution des taux de fréquentation. Et le 3e facteur, c'est l'accroissement de l'offre de services. Et l'offre de services dans les bibliothèques passe jusque-là, et encore aujourd'hui, par une diversification des supports, c'est-à-dire le fait qu'on n'offre plus simplement des collections de livres, mais
ou d'imprimer d'une manière générale, mais des vidéogrammes, des CD de musique, etc. Et c'est cette offre complémentaire qui fait l'accroissement qui joue comme effet d'attractivité des bibliothèques. Et on peut penser, là ça rejoint, je pense, l'idée du troisième lieu qui pourra être développé, c'est que plus les bibliothèques publiques vont accroître le volume des services qu'elles offrent, plus elles vont être attractives. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que, et ça c'est le phénomène des grandes médiathèques le montre très très bien, c'est que les bibliothèques qui ont des fréquentations en croissance sont des bibliothèques qui attirent autour d'un noyau qui est un noyau d'utilisateurs à la fois réguliers et importants de l'emprunt d'ouvrages, attire un noyau de fréquentants occasionnels beaucoup plus large que d'autres établissements. En revanche, quand on voit des établissements qui ont une fréquentation à la baisse, on se rend compte que c'est parce qu'il y a eu contraction de ces marges ou de ces ensembles de fréquentants plus occasionnels qui se détournent et à ce moment-là, la bibliothèque tourne principalement sur des fidèles qui sont des gros emprunteurs de livres. Alors, pourquoi y a-t-il ces phénomènes ? Eh bien, en particulier parce qu'il y a quelque chose qu'on mesure finalement assez mal, qui est qu'avec l'accroissement du réseau des bibliothèques, de leur diversité, de leur multiplication dans le maillage territorial français, depuis des territoires très ruraux jusqu'à des villes moyennes et grandes, les concurrences entre les établissements, entre les bibliothèques s'accroissent. Enfin, l'effet de concurrence se met à exister. Alors, ce n'est pas une concurrence au sens où un établissement cherche à prendre la fréquentation d'un autre établissement, mais c'est au sens, et ça rejoint les comportements culturels qui se développent très activement à l'heure actuelle, c'est le phénomène du zapping, si on peut dire, c'est-à-dire que face à une offre multiple, les usagers des bibliothèques naviguent entre plusieurs établissements et vont avoir des fréquentations régulières dans certains établissements et des fréquentations occasionnelles dans d'autres. Ils deviennent multi-utilisateurs des bibliothèques. Et ce phénomène rend évidemment l'analyse des évolutions de fréquentation établissement par établissement relativement complexe. Alors, la question de l'évolution des usages, qui à mon sens est une question importante pour le débat d'aujourd'hui, au sens où de nouveaux espaces de ce type médiathèque, l'idée même de troisième lieu, invite à se projeter sur des nouvelles fonctions, des nouveaux services offerts, nouvelles places beaucoup plus diversifiées offertes par le fonctionnement d'une bibliothèque. Bon, quand on le regarde très prosaïquement et avec un regard assez froid, on va quand même se rendre compte que ce qui reste totalement central dans l'activité d'une bibliothèque, c'est l'emprunt de livres. Bon, ce qui veut bien dire que, au-delà même de la question de la baisse tendancielle de la lecture, ou de l'intensité de lecture plus exactement, la lecture ne disparaît pas dans la société française ou dans les autres sociétés. C'est l'intensité de lecture qui change, c'est-à-dire qui s'amenuise, qui régresse. Pour autant, dans l'offre même d'une bibliothèque, ce qui reste parfaitement central, c'est le livre. Et qu'au fil du temps, sur une dizaine d'années, le livre et sa présence en termes d'emprunt s'érode assez peu. Enfin, elle s'érode un peu, mais vous voyez les chiffres, elle s'érode relativement peu. Et finalement, les domaines qui se développent
sont plutôt justement ce que je disais tout à l'heure, les secteurs où il y a enrichissement de l'offre de collection et donc de ce qui est offert comme registre d'emprunt aux Bruno, utilisateurs. je vais vous demander peut-être de conclure, qu'on puisse passer la parole à Claude Poisneau. Alors, autre aspect sur la diversité des usages, c'est que ce qui a été aujourd'hui ce qui s'est beaucoup diversifié dans l'usage des espaces des bibliothèques, c'est les formes qui ne sont pas l'emprunt. Donc, l'importance prise par les consultations sur place, l'importance prise par la recherche documentaire à distance ou sur place, le travail sur place, notamment des scolaires et des étudiants, et la fréquentation des animations, comme le montrent d'ailleurs les chiffres de la DLL, la direction du livre et de la lecture, plus de 50% des établissements offrent des programmes d'animation de nature assez diverses. Alors, ça, c'est donc la base, si vous voulez, d'évolution même de l'offre de services. Puisque je dois aller vite, je vais simplement dire que dans le domaine de l'introduction des nouvelles technologies et du développement de l'informatique, on peut faire le bilan que, contrairement à ce que certains pouvaient penser, les usages d'Internet n'ont pas détourné les utilisateurs des bibliothèques de la fréquentation des salles de bibliothèque. Bien au contraire, les internautes les plus actifs, c'est-à-dire les Français qui sont équipés et qui utilisent le plus Internet, sont ceux qui utilisent le plus ces bibliothèques. Donc il n'y a pour le moment pas d'antagonisme marqué. En revanche, il y a des évolutions des pratiques, c'est-à-dire que, par exemple, les recherches documentaires vont se faire beaucoup plus via Internet que via les collections des bibliothèques. Néanmoins, et là il y a des choses très intéressantes qui pourront être dites ultérieurement sur les évolutions observées à la BPI. On observe à la BPI que l'usage des postes informatiques a tendance à réduire au profit de l'usage des équipements informatiques que les usagers apportent, personnels, que les usagers apportent dans l'espace de bibliothèque. Alors, pour conclure et pour laisser la place à la réflexion qui comporte beaucoup plus sur la question des lieux, je voudrais dire aussi que dans ce travail qu'on avait mené, ce qui est important, c'est de savoir comment les Français voient la bibliothèque en termes d'images. Quelles images ils en ont. Voilà, c'est cette dernière diapositive que je vous donnerai. C'est la bibliothèque, pour la majorité des Français, est un lieu culturel. Et en tant que lieu culturel, on peut considérer qu'elle prend et qu'elle devient implicitement un centre culturel majeur, voire le plus important des centres culturels d'une collectivité qui s'est dotée d'une grande médiathèque. Pour autant, il y a d'autres visions de l'usage, de l'idée qu'on se fait même de la bibliothèque. Et ces différentes visions, il faut les penser comme étant des fonctionnalités possibles qui peuvent être intégrées dans un espace de médiathèque. Par exemple, le fait que ce soit une librairie telle qu'on se représente aujourd'hui, une grande surface culturelle de type Fnac ou autre, c'est-à-dire la grande librairie très achalandée. Mais il y a aussi la notion de l'espace de détente, c'est-à-dire une dimension beaucoup plus ludique et de convivialité et d'échange. Et puis, il y a aussi la dimension du lieu pour étudier, qui est totalement antinomique en termes de conception même de l'espace. Donc il y a, si vous voulez, pas mal de place pour imaginer la bibliothèque de demain comme étant un espace
complexes, composites, offrant des espaces diversifiés dans lesquels différentes catégories d'usagers et d'intérêts et de besoins vont trouver ce qu'ils peuvent rechercher. Voilà, je vous remercie. Ça n'est qu'une introduction, évidemment, à tout ce qui va être développé plus précisément. Donc, puisqu'on a vu qu'il y avait effectivement une offre qui a rencontré une partie du public, mais qu'il y a une stagnation de la fréquentation, qu'il y a une modification des usages, et que par ailleurs l'image de la bibliothèque finalement s'éloigne de la lecture, on va essayer de se demander avec Claude Poisneau jusqu'où les services et les bâtiments finalement correspondent à la demande, et essayer d'adopter le point de vue des usagers. Oui, merci. Merci Julien, merci pour cette invitation. Je trouve que c'est une formidable occasion que nous avons aujourd'hui de croiser des points de vue qui ne se croisent pas souvent et qui ont pourtant bien besoin de se croiser. Et en effet, je vais là développer la question du point de vue des usagers parce qu'il me semble que ce point de vue n'a peut-être pas été totalement toujours pris en compte. Et je ne vais pas refaire un historique du rapport entre bibliothèque et architecture, mais on peut dire qu'à partir des années 80, notamment la fin, jusqu'au milieu des années 2000 et peut-être un peu après, on a une sorte de dynamique d'institutionnalisation mutuelle de l'architecture et des bibliothèques. Les bibliothèques ont connu une forme d'institutionnalisation par le fait qu'elles ont renoncé à une forme de banalité du lieu par une reconnaissance du bâtiment comme emblématique, comme œuvre culturelle. Donc il y a une forme de reconnaissance, et le lieu devient repérable. Et en même temps, reconnaissance des architectes qui ont trouvé là un formidable terrain d'expression et de reconnaissance aussi. Je pense que cette période-là est une période qui reposait sur un accord, une sorte de préalable qui était que les bibliothèques, pendant cette période, avaient, je vais résumer en disant que c'était une forme de monopole de l'offre non marchande de documents, livres, mais aussi multimédia, et que ça permettait, si on veut, d'imposer une forme d'architecture, puisque les gens étaient un peu obligés de venir à la bibliothèque pour bénéficier de ces documents. Je pense que ça a disparu et Internet offre la possibilité à tous d'accéder à de nombreuses informations sans le recours à la bibliothèque. Et donc, c'est ce qui aussi suscite l'interrogation croissante, et je l'observe souvent, interrogation croissante des bibliothèques par rapport à la place qu'elles doivent accorder aux usagers. L'usager devient le cœur et la réflexion sur la bibliothèque se fait à partir des usagers. Et je pense qu'on peut aussi poser cette question pour l'architecture, ce qui n'est pas fait très souvent. Et après tout, les usagers et les habitants sont durablement concernés par les bibliothèques et leur architecture. Donc, je voulais un peu poser des questions. Donc, je ne serai pas consensuel, d'accord ? Je ne vais pas être très consensuel, mais je pense que c'est nécessaire de dire certaines choses que je vais dire. Donc, interroger l'architecture des bibliothèques du point de vue des usagers, c'est d'abord interroger la question de l'expérience architecturale. La bibliothèque comme lieu architectural, on a vu, c'est-à-dire que la construction de bibliothèques a reposé sur des normes techniques, le 0,07 mètres carrés par habitant, etc., mais pas seulement, aussi sur la volonté d'une affirmation de l'architecture et du geste architectural. Et souvent, les représentants du ministère et le ministère étaient sensibles à cette dimension. Je pense que ça, on peut l'interroger. C'est-à-dire que, du point de vue des usagers, on peut interroger cette façon d'envisager l'architecture des bibliothèques. Donc, du point de vue du volume de la fréquentation,
de nombreux établissements qui ont fait, on va dire, la fierté des bibliothèques et de l'architecture. Et je vais citer quelques noms, mais pour essayer de les noyer. Mais Reims, Troyes, Orléans, La Rochelle, Blois, Évreux, Châlons-en-Champagne, il y en aurait d'autres. Ces établissements-là connaissent une érosion de leur fréquentation en termes de visites y compris. Donc ça veut dire que l'attractivité du monument de la bibliothèque par la qualité de son espace ne survit pas nécessairement très longtemps à l'ouverture. Donc ça veut dire qu'on a des éléments intéressants mais qui ne sont pas forcément durables. Par ailleurs, je pense qu'on peut interroger aussi l'architecture des bibliothèques du point de vue de la structure de la fréquentation. Et je pense qu'il faut pointer, il faut dire les choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois dire on fait une bibliothèque et on fait un grand discours en disant vive la démocratisation de la lecture, et en même temps faire des bâtiments qu'on regroupe dans un joli opuscule. Je pense qu'on peut questionner ça. On sait bien que la fréquentation des bibliothèques est justement, comment dirais-je, coincée par déterminée par des considérations culturelles, c'est-à-dire qu'il faut une aisance culturelle pour les fréquenter, une architecture audacieuse, une architecture contemporaine, exigeante, formelle, va ne faire que renforcer cet obstacle à la fréquentation. Et je pense que on pourrait le montrer, et on a d'ailleurs des signes de ça. Je me souviens de l'enquête de François Rouet dès la fin des années 90. François Rouet qui enquêtait sur la bibliothèque d'Évreux, mais aussi d'autres, et qui relevait que 22% des usagers de la bibliothèque d'Évreux se disaient impressionnés par l'architecture du bâtiment. 22% contre 13% en moyenne, ce qui veut dire que quand on a un peu plus d'un cinquième de ceux qui viennent qui sont déjà impressionnés, je pense que dans la population générale, ce taux doit remonter. Et alors évidemment, hélas, je regrette qu'on n'ait pas eu des enquêtes comme ça plus tôt, ce taux serait évidemment beaucoup plus important. Donc j'ai des doutes, si vous voulez. J'ai des doutes sur la capacité de l'architecture, et notamment contemporaine, et avec un geste qui va avec, qu'on célèbre, sur la capacité de ces établissements à capter un public, et surtout un public populaire. Je veux mentionner aussi l'existence d'une enquête il y a longtemps sur 350 non inscrits, non usagers des bibliothèques de la Meuse. J'avais posé la question, qu'est-ce que vous souhaiteriez ? J'avais, il y a 10 ans de ça, et j'avais mis, parmi les réponses parmi lesquelles ils pouvaient choisir, il y avait un bâtiment à l'architecture moderne. Cette modalité de réponse a été choisie par 2% des répondants. Donc, ça me semble être le premier point d'interrogation. Le deuxième point d'interrogation, c'est la bibliothèque pensée à travers ses collections. Et l'architecture des bibliothèques suit de ce point de vue-là ce qui est un réflexe de bibliothécaire naturel, compréhensible, bien entendu, de penser l'architecture à partir des collections. Et alors, moi, je pense que ça aussi, on peut l'interroger. C'est-à-dire que, bien sûr, les collections, c'est important. Mais, en revanche, on peut prendre en compte certains aspects et certains usages qui se développent. D'abord, il y a une grande partie des usagers qui n'utilisent plus les collections des bibliothèques. Il faut être lucide. 56% des usagers de la BPI viennent travailler sur leurs propres documents. 47% des usagers de la BNF ne consultent pas un seul livre du Haut-de-Jardin. Je suis allé à la bibliothèque Malraux, André Malraux de Strasbourg. Dernièrement, c'était plus de la moitié, les 2/3 des gens qui étaient là qui étaient devant un écran. Et pas donc la consultation des livres devient marginale, on va dire. Donc, structurer, on va dire, l'espace en fonction des collections, alors que les usagers n'utilisent pas les collections, ça me semble assez étonnant. Et je pense qu'on
on pourrait réfléchir à d'autres modalités de structuration de l'espace qui soient plus en phase. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens ont dans la tête quand ils viennent? Ils veulent venir travailler, ils veulent venir discuter. La bibliothèque peut faire ça, mais il faut-il qu'elle soit structurée de cette façon? La critique de la dimension de structuration par les collections, c'est aussi comment on va dire, la manière dont l'ordre documentaire est construit dans la bibliothèque. Je pense que les bibliothèques ne sont pas forcément structurées comme les gens pensent, y compris l'ordre documentaire. Je vais vous parler d'André Malraux, que j'ai bien aimé pour sa critique, mais non, on a un espace sciences et techniques. Le rayon loisirs créatifs est caché près de la zoologie, la cuisine près des mathématiques fondamentales. Je pense que là, c'est extrêmement dommage quand on a une surface comme celle-là de ne pas mettre en scène quelque chose, de mettre vraiment la cuisine, vraiment les loisirs créatifs, et pourquoi pas vraiment aussi la zoologie et les mathématiques fondamentales. Mais donc cette mise à plat, y compris dans l'architecture, est un peu, je pense, dommage. Le dernier point que je voulais évoquer, c'est la question de l'ambiance, finalement, des bibliothèques, qui est, selon moi, une ambiance que je qualifie de tiède. Certains savent de quoi je parle. La bibliothèque de départ, on va dire, le modèle de départ de la bibliothèque, c'est une bibliothèque froide, où on est là pour l'étude, on est là pour le travail, et seulement le travail. Et puis, cette vision-là n'était plus vraiment tenable, et donc on a mis un peu de chaud pour réchauffer cet espace un peu frais, et on a fait du tiède. J'aurais pu vous montrer le petit opuscule sur 10 ans de construction de bibliothèques en Île-de-France. Le tiède, c'est quoi? C'est on rajoute un petit peu de couleur, quoi, une petite touche de couleur, quoi, pour dire qu'on n'est pas dans le froid. Mais je pense que ça c'est ne pas voir que les usagers sont multiples et apprécieraient d'avoir à la fois du froid, un peu tiédi quand même, parce qu'on n'est plus au temps des monastères, mais donc du froid, mais aussi du chaud et du très chaud, y compris. Donc je pense que là, de ce point de vue-là, tout est à faire. Je pense du point de vue de l'architecture des bibliothèques, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc je vais conclure, parce qu'il faut ce serait bien qu'on ait le temps de parler, d'échanger un peu. Donc mon point de vue, vous l'aurez compris, c'est que le point de vue de l'usager n'est pas facultatif dans la prise en compte, dans la construction d'un projet de bibliothèque. Et c'est même vital. C'est vital pour les bibliothèques parce que quoi? Comment peut-on ouvrir encore aujourd'hui des bibliothèques dont on sait, je le sais, qu'elles seront obsolètes, qu'elles sont obsolètes? Je veux dire, je pourrais vous donner des noms. Je pense que là, c'est extrêmement dommage. Et donc, tant qu'à faire d'ouvrir des bibliothèques, autant les ouvrir et qu'ils ne soient pas obsolètes. Et je pense, et les élus qui sont dans cette salle le savent fort bien, l'évolution des finances publiques ne permettra pas le genre de fantaisie qu'on aura pu s'autoriser pendant des années. Donc, je pense qu'il faut penser autrement. Il faut que les bibliothèques cessent de payer un lourd tribut à l'architecture. C'est une forme de provocation, mais je l'assume un petit peu, oui. Et puis c'est pour rire aussi. Et donc je pense qu'il faut de l'audace. Voilà, il faut clairement de l'audace. Il faut, voilà, on a fait la bibliothèque de l'Heure Joyeuse, c'était la vitrine de la lecture publique. On a fait la BPI, c'était la vitrine de la lecture publique. Il faut faire la vitrine de la lecture publique de 2020. Enfin, il faut le faire. Alors moi je veux bien que ce soit à Thionville, et je souhaite que ce soit là. Mais il faut, et on est obligé à l'audace. C'est-à-dire, je pense qu'il faut, voilà, on est obligé à l'audace et il faut le faire plutôt que radoter quelque chose dont on sait que c'est obsolète. Donc voilà. Et pour terminer, je pense que tout ça suppose une forme de dialogue, d'échange avec les bibliothécaires, les architectes, bien entendu.
les élus qui sont aussi importants, et puis éventuellement les sociologues. Et je réitère d'ailleurs mon offre de service si ça vous intéresse. Je pense qu'il faut mettre l'imagination au pouvoir. Allons-y. Voilà, merci. Alors, Mathilde Servet, donc, qui va nous présenter le concept de bibliothèque troisième lieu, possible réponse à ce modèle de 2020, c'est ça, si j'ai bien compris? Alors moi, je m'étais intéressée en fait au concept de bibliothèque troisième lieu parce que lors de ma scolarité à l'ENSIB, en fait, j'avais l'impression qu'on dressait un peu un panorama moribond des bibliothèques. Et dans le même temps, il me semblait qu'il se passait quelque chose dans d'autres pays, enfin, en partie en France, mais notamment dans d'autres pays en Europe du Nord, ou au Royaume-Uni, où on voyait au contraire une recrudescence de fréquentation de ces bibliothèques. Et il me semblait important de s'interroger pourquoi les gens étaient là et pourquoi ces établissements pouvaient sembler davantage en adéquation avec leurs besoins. Alors ces pays, il est intéressant quand même de noter qu'ils étaient aussi agités par une véritable crise identitaire. Il y régnait également un climat d'inquiétude, puisque de multiples enquêtes y ont vu jour, essayant d'ausculter la bibliothèque sous tous ses aspects, en termes de relations au public, en termes d'architecture, de collection, de mission. Et toutes, finalement, aboutissaient à la même conclusion, plus ou moins, en disant qu'il s'agissait de redéfinir le modèle de la bibliothèque et qu'on semblait assister au basculement vers un autre modèle qui n'était plus tout à fait une bibliothèque. Et ce basculement vers un autre modèle qui n'était plus tout à fait une bibliothèque m'a semblé se matérialiser dans la notion de bibliothèque troisième lieu. C'est une notion que je retrouvais en permanence sur des blogs américains, puisque quand on est à l'ENSIB, on a heureusement beaucoup le temps de lire, de se documenter, ce qui n'est plus toujours le cas après. Et c'est vrai que alors, ce terme de third place library revenait tout le temps, sans que pour autant soit explicité en quoi il consistait vraiment. Donc il m'a semblé intéressant de se pencher sur ce concept. Le concept de troisième lieu n'est au départ pas attaché à la bibliothèque. Il a été forgé au début des années 80 par un sociologue urbain qui s'appelle Ray Oldenburg et qui entend le troisième lieu comme un volet complémentaire du premier lieu, qui est la sphère du foyer, la sphère de la maison, et du second lieu qui, lui, serait réservé au travail. Ce troisième lieu, il a pour vocation, finalement, l'épanouissement d'une vie communautaire informelle. Il doit permettre aux gens de rentrer en relation les uns avec les autres, de tisser du capital social, du liant entre eux, de forger finalement une identité communautaire, une identité d'appartenance. Pourquoi, finalement, Ray Oldenburg a-t-il pensé à ce troisième lieu? C'est parce qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, se sont développées des villes de plus en plus tentaculaires, sans véritable épicentre, où l'usage de la voiture régissait le quotidien. Et donc, les gens optaient pour des modes de vie de plus en plus individualisés, sans véritable lien, comme ça pouvait l'être avant le cas, par le biais de l'Église, des marchés, des épiceries de quartier, etc. Ray Oldenburg voit un peu dans le troisième lieu, dans le café, finalement, l'aboutissement de ce troisième lieu. Il y voit une matrice un peu absolue, le café dans une acception un peu datée, comme un descendant de l'agora grecque, où on pourrait échanger et on pourrait forger un esprit démocratique. Alors cette acception aujourd'hui, elle est un petit peu datée, puisque les cafés, effectivement, s'adressent à des publics de plus en plus spécifiques et ne proposent pas le même brassage social qu'auparavant. Alors, quelles sont les caractéristiques, finalement, et les apports de ce troisième lieu ? Il constitue un terrain neutre, où tout le monde peut se rendre. Il fonctionne, il agit comme un niveleur social, où tout le monde est sur un même pied d'égalité. Son moteur, ça serait d'être un espace de conversation, d'échange, un lieu accessible à tous en termes géographiques, mais aussi en termes d'horaire, ça c'est très important. Son moteur, c'est également le fait qu'il y a du plaisir, de l'amusement en son centre. Il fonctionne comme un home away from home. Alors ça, c'est un terme qui revient très souvent quand on parle du troisième lieu, c'est-à-dire qu'il agit comme un second lieu, un second chez-soi public, un peu comme une maison publique de la ville, et qu'il propose une expérience toujours nouvelle, qu'il permet de régénérer le lien social. En ce sens, il joue un rôle éminemment politique, puisqu'il permet, au moins tacitement, de promouvoir des valeurs positives, des valeurs du vivre ensemble, de tolérance, d'ouverture. Et ce sont souvent, ces troisième lieux, des structures qui favorisent l'association et qui procurent donc un sentiment d'appartenance communautaire. Alors pourquoi, finalement, la bibliothèque pourrait être un troisième lieu idéal,
ou une des propositions de troisième lieu. Pourquoi elles se sont emparées de ce concept, les bibliothèques? Peut-être parce qu'elles en ont toujours possédé les qualités essentielles. Il y a un historien des bibliothèques anglais qui s'appelle Alistair Black qui dit « Elles représentent des endroits neutres, gommant les clivages sociaux, plutôt sans prétention, communautaires. Elles constituent des territoires familiers, confortables, accessibles, qui favorisent l'interaction, la conversation, même si c'est dans des limites plus restreintes, et une ambiance enjouée. Elles sont fréquentées par des habitués et font fonction de second chez soi, soulageant les individus du train-train quotidien, procurant réconfort et distraction. Et à l'échelle d'une collectivité, c'est vrai que ça constitue, à côté des jardins publics, finalement, un des derniers lieux publics gratuits, propices à la mixité sociale et réellement ouverts à tous. En ce sens, ces nouvelles bibliothèques troisième lieu, elles ont une vocation sociale très forte qui va même parfois dépasser la vocation culturelle, on va le voir dans le cas des ID Stores. Et elles sont des home away from home par excellence. Elles surpassent quelquefois effectivement en confort et en chaleur le premier lieu qui est celui de la sphère du foyer. Et finalement, elles agissent comme des troisièmes lieux culturels, un peu comme des couteaux suisses qui permettent des cheminements d'accès variés vers la culture. Alors, elles constituent un modèle parmi de nombreux autres de possibilités de bibliothèques pour l'avenir. Il m'a semblé, en tout cas, qu'aux Pays-Bas, on trouvait la matérialisation de ce concept de façon particulièrement intéressante. Les Pays-Bas agissent aujourd'hui un peu comme un laboratoire bibliothéconomique très innovant. On y expérimente ce que pourra être la bibliothèque de demain. C'est un peu la Mecque, comme le disait Claude Poisneau. Effectivement, tout le monde s'y rend, mais parce qu'il s'y passe réellement quelque chose. Quand on a des bibliothèques où il y a jusqu'à 90% d'inscrits, ça veut dire que ça a une résonance auprès du public et il faut chercher à comprendre quelle est la nature de cette résonance. En tout cas, leur ambition affichée est de créer de véritables paradis publics. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est inscrit dans leur charte de constitution des bibliothèques. Et on va trouver de multiples déclinaisons de ces bibliothèques troisième lieu à différentes échelles, dans de grandes agglomérations comme Amsterdam avec l'OBA, ou à échelle plus modeste à Herugovart ou à Delft. D'abord, ce que proposent ces bibliothèques à l'ère du numérique, c'est un ancrage physique fort, qui permet effectivement, qui fonctionne un peu comme point de repère au centre de la collectivité et qui s'ancre vraiment dans le territoire du profane, pour reprendre une typologie qui est propre à Christophe Evans, qui est un sociologue qui travaille à la BPI. On a effectivement dans les bibliothèques affaire à deux types d'univers, un univers sacré, dans lequel s'implantent des établissements, par exemple dans lequel je travaille, plutôt la BNF, qui s'apparente un peu à un temple du savoir, et des univers plus profanes, plus en lien avec le concret, avec l'environnement, comme s'est entendu la BPI au départ, et toujours d'ailleurs. Alors ces univers architecturaux, ils vont proposer en termes de palette chromatique des choses totalement différentes, qui sont totalement en rupture avec le côté parfois austère que pouvait véhiculer une acception plus traditionnelle à la bibliothèque. Là, vous avez sur la première diapositive la banque d'accueil de la bibliothèque de Delft en jaune, avec une partie de l'espace pour enfants avec ce revêtement vert. On va chercher à introduire du ludique, du décontracté dans la bibliothèque. Vous avez par exemple ces fauteuils vaches sur l'estrade de la bibliothèque de Delft qui peut servir de lieu de manifestation ou de lecture. Toute une déclinaison de mobilier coloré et ludique à Rotterdam. Ici, on voit un fauteuil trône, puisque pour reprendre l'adage de la bibliothèque de Rotterdam, l'usager est roi. Et on va introduire au fur et à mesure de l'intime dans ces bibliothèques. On est vraiment à la charnière entre deux choses, entre le public et le privé. Ici, on voit une chaise longue de lecture dans l'espace romance de la bibliothèque d'Herugovart. À la bibliothèque d'Amstelveen, on a ces fauteuils avec des repose-pieds. Là, on surpasse encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le confort en termes de chaleur que peut procurer. À Herugovart, il y a une initiative particulièrement... Ah, la régie, pas prête. Pardon. Voilà, donc à Herugovart, il y a une initiative particulièrement intéressante qui s'inscrit d'ailleurs dans un programme qui s'appelle la Bibliothèque des 100 talents. C'était finalement de penser la bibliothèque avec les usagers et de définir sa conception architecturale avec les usagers, notamment avec 2 classes de CM1. Et d'implémenter, de matérialiser les idées de ces enfants. Donc leur idée, c'était notamment d'avoir au dernier étage comme une espèce de cabane
avec un grand canapé bleu là, qui se déroule. Vous avez au fond même des couettes de lecture, et je disais que c'était un espace de sociabilité privilégié, notamment par les familles, puisqu'on y lit, on y joue, on y parle, on y échange, et après l'école ou le week-end, ce sont des espaces qui favorisent vraiment une sociabilité interne à la famille et externe avec d'autres usagers qu'on peut rencontrer. En ce sens, ça fonctionne réellement comme un troisième lieu. Quand on propose aussi d'autres types d'espaces aux usagers, on note aussi qu'ils vont s'approprier l'espace différemment. D'ailleurs, là, il y a un véritable parti pris dans le mobilier, pour rebondir sur ce que disait Claude. Finalement, sur ces poufs blancs à Amsterdam, à l'OBA, on a d'autres choix que d'opter pour des postures à califourchon. On ne peut pas opter pour une posture traditionnelle, on est obligé d'adopter une posture nonchalante. Et c'est intéressant de noter que ce sont essentiellement des jeunes qui plébiscitent ces assises. À Rotterdam, vous avez toute une déclinaison de fauteuils, comme je vous l'ai déjà un peu montré. Ici, c'est un fauteuil tapis. Donc là aussi, on a d'autres choix finalement que de recourber ses genoux pour s'asseoir. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'effectivement, les gens sur ces fauteuils, ou en tout cas dans ces différents espaces, quand on les observe et quand on y passe des heures, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent essentiellement. Ils lisent, ils travaillent, mais ils travaillent différemment. Ils vont travailler de façon plus informelle, ce qui correspond en tout cas pour des jeunes publics davantage à leur pratique d'apprentissage ou d'études. Et quand les gens se sentent réellement à l'aise, ils vont investir tout l'espace de façon différente. Vous voyez sur ces rayonnages que vous voyez en arrière-plan, à leur base, ils sont recourbés. Au départ, ça a été pensé pour mieux visualiser les collections, mais en fait, les usagers en ont détourné l'usage, puisque souvent, on les voit s'asseoir, prendre un livre, discuter, entrer en interaction les uns avec les autres, et ça devient leur territoire. Quand on leur propose des biais pour se l'approprier, ça devient leur lieu. Là, vous voyez à la bibliothèque d'Amsterdam, à l'entrée, effectivement, il y a un usager qui joue du piano, ce qui confère tout de suite une atmosphère un peu plus intimiste, un peu comme celle d'un dimanche matin à la maison. Il y a des peluches, des jeux, des coffres à déguisement qui ponctuent le territoire, ce qui rend aussi la bibliothèque plus familière. Et ce qui est très intéressant dans ces bibliothèques, c'est qu'on n'a plus affaire à des vastes plateaux, comme c'était le cas il n'y a pas encore si longtemps, mais on pratique ce qu'on appelle le zoning, c'est-à-dire une partition de l'espace adaptée à différents usages. On va avoir des alternances d'espaces dédiés à l'étude, avec parfois des caissons dans lesquels on peut s'isoler, munis d'ordinateurs pour préparer des exposés, des espaces d'études où est de mise le silence total, comme ici à Amsterdam, et où les usagers en même temps se sentent tellement bien que vous le voyez sur ces fauteuils qui sont munis de repose-tête, on les voit parfois s'endormir, c'est dire le degré de confort et de bien-être que peut procurer un espace quand il est pensé comme tel. À la fois, il y a toujours cette approche ludique qui est très propre aux bibliothèques des Pays-Bas. Là, vous avez des cabines d'études qui ponctuent la bibliothèque, et c'est vrai qu'elles sont très plébiscitées, là encore, par les usagers. Pourquoi? Parce que ça permet finalement de travailler, mais de se mettre dans une autre ambiance, dans une ambiance plus ludique, de ne pas effectivement avoir affaire à une pratique de travail qui peut être perçue parfois comme austère. Alors vous avez également des espaces plus informels où on peut se livrer à différentes activités. Ici, c'est l'espace d'actualité d'Amsterdam, l'espace pour musique, où on peut être avec les autres tout en s'isolant sur ces fauteuils off, ou au contraire, à l'intérieur de ces rotondes, pratiquer l'écoute collective de musique ou le visionnage collectif de films. On retrouve d'ailleurs des parallèles avec ce qui se passe en ce moment dans le monde de la restauration, des tablés collectifs qui vont favoriser l'échange. Il y a toujours ces vastes plateaux, sauf qu'ils vont cohabiter avec d'autres espaces, des cafés qui permettent aussi, là encore, un mode de lecture plus informel. C'est le café, cette fois-ci, de Delft. Mais vous avez également des espaces plus intimistes, des coins, des recoins qui permettent de s'isoler. À Delft, à Rotterdam, non, je mélange un peu tous les noms parce qu'il y a beaucoup de bibliothèques, à Amsterdam, pardon. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez ces vastes plateaux, mais sur les côtés, il y a des niches qui sont ménagées et qui donnent à voir la ville. Et en fait, on voit souvent les usagers s'installer, prendre un livre, lire, mais aussi regarder la ville. Finalement, la première offre de ces bibliothèques, et ce qu'il faut aussi pouvoir accepter, c'est que c'est le lieu. Les gens viennent pour le lieu, les gens viennent pour regarder la ville, pour être avec les autres et pour être en prise avec le vivant, je dirais. Donc vous avez également des espaces qui travaillent particulièrement les ambiances, en fonction des collections parfois auxquelles ils peuvent être associés. Ici, en rouge, on retrouve l'espace romance de la bibliothèque de Delft. Et en bleu, c'est l'espace pour enfants de cette même bibliothèque. Dans cet espace, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit, quand on y reste séjourne un peu plus longtemps, on voit des parents s'allonger, raconter des histoires à leurs enfants tout en buvant un café. On voit vraiment
finalement qu'on utilise, là encore, la bibliothèque comme un territoire familier, et ça ne pose pas problème aux bibliothécaires, puisqu'il part du principe que de toute façon, à la maison, quand on lit son livre le dimanche matin, on fait aussi des miettes de croissant dans son lit, et les collections ne sont pas plus détériorées. Ces bibliothèques, elles ont aussi pour caractéristique de proposer généralement une configuration flexible. Il y a beaucoup de mobilier sur roulette. Sur la première illustration, ça c'est aussi la bibliothèque d'Héroux-Bovard. Vous voyez effectivement des étagères tapissées à leur revers de papier peint. L'idée des enfants, là encore, c'était de recréer l'atmosphère d'une chambre pour enfants. On y trouve des jeux, des livres, et on peut également ouvrir complètement ces espaces, par exemple quand des activités avec les écoles s'y déroulent en journée, ou à la bibliothèque de Delft, on retrouve le même procédé avec ces rayonnages verts. L'idée, c'était d'avoir un peu une forêt de rayonnage malléable en fonction des usages. Dans toutes ces bibliothèques, on apporte aussi un soin particulier au décor, aux ambiances, justement parce que pour se sentir bien quelque part, on a besoin d'ambiances chaudes. Je reprendrai aussi ce terme, d'ambiances finalement qui vont accompagner l'étude, le travail. Quand on choisit un café, de toute façon, il suffit de faire le test avec soi-même. On y va souvent pour une ambiance particulière, parce qu'on s'y sent bien, parce que c'est chaleureux, parce que ça nous inspire. Et il y a toujours cette connotation ludique aussi aux Pays-Bas. Là, c'est la bibliothèque de Rotterdam, où il y a cette marque visuelle avec plein d'abat-jours qui ponctuent l'espace. Et au rayonnage de la généalogie, on a habillé ces abat-jours, effectivement, de tissus un peu à l'ancienne, qui sont en résonance avec la collection. On retrouve parfois même des décors. Là, dans le cas de la bibliothèque d'Amstelveen, vous avez ce décor de fauteuil avec des repose-pieds au premier plan. Au second plan, un décor de bureau d'écrivain. Au troisième plan, vous avez même un décor de salon avec un faux feu de cheminée. Et ça peut paraître anodin et vraiment très anecdotique, mais quand on voit les usagers, alors qu'il y a d'autres types de tables de lecture directement converger vers ces espaces, ça interroge. Effectivement, c'est parce que ça permet de susciter l'imaginaire, finalement d'accompagner la démarche vers la lecture et vers l'imaginaire. Et la bibliothèque, comme le troisième lieu, elle va fonctionner donc comme un grand terrain de jeu. Ray Oldenburg dit souvent que le troisième lieu, c'est comme un grand terrain d'exploration qui doit stimuler l'imaginaire. Ici, à la bibliothèque d'Amsterdam, les collections scintillent. Ils ont repris un processus d'éclairage emprunté à Malmö. Dans l'espace pour enfants de la bibliothèque d'Amsterdam, on a cherché à mettre en pratique, finalement, les théories du chercheur en éducation qui s'appelle Howard Gardner, qui travaille sur les intelligences multiples, et qui dit que trop souvent, effectivement, dans le milieu scolaire, les intelligences arithmétiques et les intelligences littéraires sont favorisées aux dépens de toutes les autres intelligences qu'on peut avoir, l'intelligence kinesthésique, comment on se déplace dans l'espace, l'intelligence interrelationnelle, comment on entre en contact avec les autres. Et donc l'idée, c'était justement de permettre aux enfants dans cet espace de développer et d'exploiter tous ces types d'intelligence. Il y a d'ailleurs 2 Kinderlabs qui sont des laboratoires qui développent des activités en partenariat avec les bibliothécaires, des sociologues, des psychologues, des artistes et les enfants, et qui doivent mettre en valeur toutes ces formes d'intelligence multiple pour permettre aussi aux enfants qui sont moins à l'aise en milieu scolaire de trouver leur propre cheminement vers la culture. Alors, actuellement, finalement, les bibliothèques, les librairies, les cafés s'interpénètrent. Il y a vraiment une influence. D'ailleurs, à ce propos, Steve Jobs, qui est décédé il y a peu, disait dans une interview accordée aux Inrecuptibles qu'il s'est inspiré pour ses Apple Store énormément des bibliothèques publiques et de leur mise en valeur des collections. Donc l'idée, c'est d'un peu aller chercher partout ce qui fait sens pour l'usager, de comprendre pourquoi ça fait sens pour lui et de s'en inspirer. Là, c'est un café-librairie à Vienne où on peut emprunter ou acheter des livres. Là aussi, le soin apporté à l'ambiance, au décor est particulièrement important. Et on y voit surtout des jeunes. Ces journées, ils y viennent travailler, ils y viennent lire. Et ils y séjournent très longuement. Donc, dans cette bibliothèque troisième lieu, finalement, il y a une dimension sociale très affirmée. Elle s'entend un peu comme un catalyseur de capital social parce qu'elle propose des formes de vivre ensemble, multiples. Et tacitement, comme dans l'esprit du troisième lieu, elle promeut des relations de confiance, de savoir-vivre avec les autres. Et comme l'appelait de ses voeux un ministre britannique, Andy Burnham, en charge des bibliothèques et de la culture il y a 3 ans, l'idée pour lui, c'était finalement que la bibliothèque soit un prolongement de l'espace Facebook, donc un prolongement physique en 3 dimensions qui devait contribuer à la restauration du nous. Alors si tant est qu'ils puissent vraiment avoir de vraies relations sur Facebook, mais en tout cas qu'il y ait un ancrage vraiment physique pour les gens qui permettent de retisser du lien communautaire. Et ça va se matérialiser dans les espaces
qu'on retrouve dans les bibliothèques. Ici, par exemple, à Rotterdam, avec cette piazza intérieure. Bon, là, c'est un peu vide parce que c'était avant la fermeture un dimanche, mais vous voyez, il y a par exemple un grand jeu d'échecs où des gens qui ne se connaissent pas viennent jouer ensemble. Il y a des foires, des concerts, tout un tas d'activités qui se déroulent. Et ces bibliothèques s'entendent un peu comme des lieux, des ruches, finalement, des lieux bourdonnants de vie, très accessibles, où on va pouvoir se livrer à tout un tas d'activités. À Delft, ça fonctionne bien plus, enfin, ça a une fonction bien plus large que celle d'une bibliothèque traditionnelle. C'est vraiment le lieu convivial et innovant de la ville où tout le monde se retrouve. Et d'ailleurs, il est symptomatique de noter qu'en tout cas 92% des gens de la ville, enfin des habitants, ont une carte de bibliothèque. 92%, c'est énorme. Même si tous n'empruntent pas, même si le taux d'emprunt n'a pas augmenté en corrélation avec ce chiffre, il faut quand même bien le noter. Et on retrouve, d'ailleurs, on voit que ce sont des lieux de rencontre privilégiés pour les familles, pour les usagers. On retrouve cette tablée que je vous ai montrée tout à l'heure, mais cette fois à l'heure, cette tablée collective, mais cette fois à l'heure à la plage horaire après l'école, où les familles se retrouvent. On voit les enfants y goûter, y jouer, les parents échanger. Et c'est un véritable lieu, effectivement, de sociabilité. En ce sens, la bibliothèque joue effectivement un rôle particulièrement politique, puisqu'elle fonctionne comme un lieu de rencontre, d'échange public, d'expérience finalement de vie par et à travers les autres, ouvert à tous et qui est propice à l'épanouissement de l'esprit démocratique. Et ça va se refléter aussi dans son approche de la culture. Dans ces bibliothèques, on se situe, finalement, on a un rapport à la culture qui est beaucoup plus horizontal, pas dans un mode bourdieusien qui serait plus vertical, c'est-à-dire qu'on est à l'ère de la dissonance culturelle, qu'elle est revendiquée, pour reprendre l'expression de Bernard Lahire. On va effectivement mettre en valeur différentes briques de savoir, du savoir toujours plus élitiste, plus intellectuel, mais il va côtoyer des formes de savoir plus populaires et tout sera finalement permis. On est à l'ère de ce qu'appellent les Hollandais l'ère de l'infotainment, de l'edutainment, contraction des termes information, éducation et de l'entertainment, le divertissement. Pour reprendre un propos que j'avais lu dans un des articles de Bruno Maresca, effectivement, dans la tradition anglo-saxonne, on a beaucoup moins de mal à associer la culture et la notion de plaisir. Je crois que ça, c'est fondamental. Si on n'arrive pas à trouver des cheminements qui parlent aux gens, mais qui leur parlent aussi en termes de plaisir, on ne peut pas les associer à la culture de façon étroite. Et tous ces processus, finalement, vont désinhiber, vont déculpabiliser l'usager. Il y a une étude récente au Canada qui est parue, qui s'appelle Better Together, et qui dit qu'encore, effectivement, quand on interroge les usagers, alors même que les bibliothèques canadiennes ont fait énormément d'efforts, en tout cas les bibliothèques canadiennes anglophones, pour trouver d'autres procédés architecturaux et d'autres type de mission pour mettre en confiance les usagers, la bibliothèque est encore au moins à 50% perçue par les usagers comme quelque chose d'austère qui les renvoie au milieu scolaire dans lequel ils n'ont pas toujours réussi. Et il y a des bibliothèques qui, à niveau national, d'ailleurs, arrivent à adopter une toute autre forme de communication, comme la British Library, qui en 10 ans, vraiment, a complètement accru son public parce qu'elle communique différemment, elle ne renonce en rien à son contenu culturel, mais elle propose d'autres cheminements vers ce type de contenu. Cet autre rapport à l'usager, on va le retrouver dans le mobilier. Souvent, dans l'acception traditionnelle de la bibliothèque, on a quelquefois affaire à des comptoirs de lecture, enfin des comptoirs ou à des banques d'accueil qui ont un peu l'aspect de banque de commissariat de police. Donc là, les usagers et le bibliothécaire font souvent face à l'écran. On retrouve aussi des espaces qui sont dédiés à l'usager où il va pouvoir proposer ses propres expositions. Et on entre là aussi dans un autre type de pratique, qui est celui des pratiques collaboratives. Patrice Flichy, qui est un autre sociologue, a écrit récemment un ouvrage qui s'appelle « Le sacre de l'amateur », où effectivement, il dit que le bibliothécaire ne peut plus imposer son savoir dans un rapport d'autorité, mais qu'il faut s'inscrire dans des relations plus égalitaires. L'amateur ne va pas pour autant remettre en question forcément le statut d'expert du bibliothécaire ou de l'enseignant, mais il a besoin effectivement de produire lui-même du savoir pour se l'approprier parce qu'il y prend aussi plaisir. Et ces pratiques collaboratives, elles s'instaurent, elles s'immiscent dans ces bibliothèques, en termes de conception du lieu, on l'a vu pour Hérouvart, en termes de réflexion participative sur ces missions comme dans cette même bibliothèque, en termes de présence de production des usagers, par exemple en Suède, dans le cadre du programme Démothèque, on peut emprunter des productions des autres usagers. À la DOC, on peut produire des productions qui seront projetées sur un immense écran qui s'appelle l'Agora Doc. Si votre grand-mère fête son 100e anniversaire, on peut retracer son existence. Des écoles font des reportages sur tout un tas de sujets. À l'OBA, il y a des open podiums.
lors desquels on peut présenter des poèmes, des compositions musicales, et ça a tellement de succès qu'il y a plus d'1 an d'attente. À la British Library, par exemple, on développe des expositions interactives où les usagers, par le biais de bracelets, par exemple électroniques, sont appelés à donner leur avis. Et c'est intéressant, effectivement, quand on regarde les chiffres, par exemple, sur une exposition qui s'appelle Taking Liberties, qui a eu lieu il y a 3 ans, sur l'histoire de la liberté en Angleterre, quand on remarque que presque 90% des gens ont utilisé ce dispositif. C'est donc que ça leur parle. Et dans ce contexte, effectivement, le bibliothécaire, il se veut davantage un passeur, un médiateur de la connaissance. Il y a un autre phénomène dont les bibliothèques doivent tenir compte, c'est celui du coworking. De plus en plus à l'échelle de la ville, et ça fonctionne aussi comme 3e lieu, ce sont des espaces de travail partagés, puisque les gens, certes, ils sont connectés, certes, ils sont à l'ère du numérique, mais ils ont besoin d'espaces où ils entrent en interaction les uns avec les autres. Ils ne peuvent pas seulement travailler tout seuls à la maison, ils ont besoin d'échanger, d'ouvrir, de partager leurs connaissances. Et partout, on voit fleurir ces lieux, à Barcelone, en Angleterre, à Paris, il y a un espace qui s'appelle la Cantine, donc on retrouve ces Fab Labs, ces City Labs, ces Living Labs. Là, j'ai une illustration, par exemple, d'un café au Canada qui ne se veut pas comme tel, mais qui est utilisé comme tel. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes, notamment, et des jeunes actifs, ils ne viennent pas spécialement pour le plaisir, ils viennent travailler au café, comme ça, ils ne sont pas tout seuls, ils peuvent échanger, et il se lie une véritable sociabilité au niveau du travail. Et je pense, les Canadiens se penchent sur cette question, notamment un Canadien qui s'appelle Vincent Odette-Chapdelaine. Je pense que les bibliothèques doivent y être sensibles, et qu'en ce sens, si en tout cas elles essayent d'intégrer cette réflexion, elles pourraient aussi devenir ou accueillir des pépinières de réflexion particulièrement innovantes. 2 minutes, j'en tiens compte, je vais essayer de... Alors, c'est aussi l'ère, ce qui caractérise ces bibliothèques, c'est aussi l'ère de l'expérience. Avant, ça c'est aussi quelque chose qui s'inspire finalement de l'économie. Avant, on était dans l'ère du produit, on allait dans un magasin pour acheter un produit, et maintenant, souvent, on y va pour vivre une expérience, pour y vivre quelque chose de particulier. C'est l'ère des concept stores, par exemple, l'ancêtre, c'est le magasin Colette à Paris, où les gens ne viennent pas pour acheter un produit, mais pour boire un café, pour se faire couper les cheveux, pour acheter une théière, etc. Et finalement, cette expérience, elle agit un peu comme image de marque pour les bibliothèques, à tel point que la bibliothèque de Rotterdam a conçu toute sa nouvelle réflexion autour de cette thématique de la Belevenis-bibliothèque, de la bibliothèque d'expérience. L'idée, c'est de faire du moment culturel une expérience excitante, ludique, qui fait davantage sens à un niveau émotionnel et intellectuel pour l'usager. Et pour reprendre les propos d'une blogueuse américaine, Jenny Levin, elle dit, et je trouve que c'est tout à fait juste, le meilleur test à faire d'ailleurs vis-à-vis des bibliothèques, c'est le test qu'on fait soi-même. Quand on va dans une bibliothèque et qu'on s'y sent bien, quand on dépose sa casquette de bibliothécaire, moi quand je vais dans ma bibliothèque de quartier à Paris, je ne m'y sens pas bien, puisqu'il n'y a aucune table et qu'on me met à la porte quand j'ai des sacs de courses. En revanche, quand j'entre dans ces bibliothèques, effectivement, j'ai envie d'y passer des heures parce qu'il s'y passe des tas de choses et que c'est particulièrement chaleureux. Et pour reboucler avec ses propos, elle dit « Quand vous entrez dans la doc, vous vous sentez immédiatement le bienvenu. Dans cet endroit où vous pouvez passer des heures si vous en avez envie, la doc incarne ce que j'ai toujours souhaité d'une bibliothèque en termes d'expérience autour des livres, de l'information, des contenus, des médias et des gens. Vous ne pouvez vous empêcher de sourire quand vous êtes à l'intérieur et vous vous sentez tout simplement plus heureux de façon générale. » Et je finirai sur les ID Stores, 1 minute, qui est intéressant parce que c'est à la fois un concept résolument marketing, mais résolument social. Qu'est-ce qui se passait dans le cas des ID Stores? Et on voit là qu'on peut, c'est pour ça que je vais finir là-dessus, on voit là qu'on peut vraiment inventer d'autres choses et que ça peut fonctionner. Les ID Stores sont situés dans un district qui est parmi l'un des plus défavorisés en Angleterre, qui est celui de Tower Hamlets. Et au début des années 2000, toutes les bibliothèques allaient fermer. C'est d'ailleurs le débat actuel en Angleterre, toutes les bibliothèques risquent de fermer, faute de budget, sauf si les usagers viennent. Et donc là, effectivement, les usagers ne venaient plus parce qu'on avait affaire à des bibliothèques victoriennes vieillissantes, mal situées, assez délabrées. Et il y a une enquête marketing qui a été réalisée, la plus vaste enquête marketing jamais menée pour un établissement public, puisqu'il y a eu quand même 32 000 sondés. Et il est ressorti de cette enquête qu'effectivement, si les usagers estimaient qu'à 95% la bibliothèque était un lieu essentiel et qu'ils ne la remettaient aucunement en cause, elle renvoyait résolument à un univers trop austère qui les renvoyait à l'univers scolaire, dans lequel ils avaient été encore une fois souvent en échec, puisque c'est un quartier très défavorisé. Et ils avaient besoin d'un univers beaucoup plus ouvert, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus attrayant, davantage en phase avec leurs besoins,
davantage en phase avec leurs attentes, associant d'autres types de services. Et donc dans ces ID stores, effectivement, ce qui ressortait également de cette enquête, c'est qu'il fallait des lieux plus ouverts, très accessibles, situés donc sur des artères commerçantes, je parle trop vite, à forte fréquentation, sur le chemin de l'école ou du travail, à 20 minutes au plus de chaque usager. Et pour répondre aux besoins spécifiques de ces usagers, il a été décidé de leur procurer des cours, parce que ces populations avaient besoin effectivement de formations professionnalisantes. Donc il y a également des cellules de pôle à la recherche d'emploi, une crèche, des centres de santé, une salle de sport, des manifestations culturelles diverses y prennent place. On y trouve également des cafés. Et 10 ans après, une autre enquête marketing a été réalisée. Et finalement, qu'est-ce qui est plébiscité? Effectivement, cet accompagnement à la recherche pour l'emploi, le centre de santé, mais également le livre. Le cœur de ces bibliothèques, c'est vraiment le livre. Les usagers ont demandé à ce que ces centres soient recentrés autour du livre. Donc c'est quand même intéressant de noter que la demande vient des usagers et que donc la bibliothèque applique, elle expérimente, c'est un peu comme un laboratoire, et il recentre actuellement sur le livre, tout en renforçant les autres pôles plébiscités par les usagers. Et ils sont actuellement à plus de 2 millions de visiteurs par an. Il y a une progression de plus de 300% en termes de visites et une progression en termes d'emprunt des livres qui n'est pas là non plus complètement corrélée, mais qui avoisine les 100%, donc ce qui est énorme. Bon, j'ai encore plein d'autres choses à vous montrer, mais le temps m'est compté, donc je m'arrêterai là. Voilà. Donc merci à tous les trois. Donc je pense qu'on a mis une pression extrême sur les élus de Thionville qui vont devoir atteindre 90% de fréquentation, permettre à leurs usagers de boire le café et manger les croissants dans la bibliothèque. Enfin bon, ils auront l'occasion d'en rediscuter avec leurs programmistes et leurs architectes. Je passe tout de suite donc la parole à la deuxième table ronde et donc j'invite Marc Germain, Clément Blanchet, Laetitia Comito-Bertrand et Dominique Coulon à rejoindre la tribune.